sera le prochain pape? Je vais essayer de répondre à cette épineuse question, qui est d'autant plus d'actualité, parce que vous savez que maintenant le pape François a 88 ans, qu'il a été hospitalisé depuis le 14 février 2025, qu'une fois ça va, une fois ça va plus, qu'il fait des crises de vomissements, etc. Il passe une nuit tranquille, mais après ça va... Bon, enfin, il y a beaucoup de... Parfois ça va et parfois ça ne va plus. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2025, le pape François entame sa 12e année de pontificat, et qu'il a connu, là, ces dernières années, beaucoup de problèmes, il a connu beaucoup de problèmes de santé, effectivement, puisqu'il en est à sa 4e hospitalisation en moins de 4 ans. Et donc là, il a été hospitalisé, donc je vous disais, depuis le 14 février 2025, pour une pneumonie, d'abord une bronchite, mais qui s'est avérée, en fait, être une pneumonie bilatérale, ce qui est plutôt grave. Vous savez, les pneumonies, c'est quand le poumon est atteint par la bactérie, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut prendre des antibiotiques. Je peux vous en parler parce que j'ai eu une pneumonie l'année dernière. J'avais jamais eu un truc aussi grave. Et voilà. Revenons-en au pape. Alors, donc, effectivement, les rumeurs vont bon train en ce moment. Au Vatican, on se demande qui va être le successeur. Et puis, comme je vous disais, il est quand même pas tout jeune, le pape François. Donc certes, il ne démissionnera jamais, ça il l'a dit. Vous savez qu'il a un genou droit fragile. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne célèbre plus les messes. Et là, il y a quelque chose à redire sur le fait qu'il préside les messes et qu'il ne célèbre plus l'Eucharistie. Bon, ça, mais on y reviendra un autre jour dans une autre vidéo. Donc il disait qu'il ne démissionnerait pas. C'est pas parce qu'il a dit que c'est pas parce qu'il a un genou fragile qu'il n'a pas sa tête pour gouverner, quoi, en gros. Donc c'est pas dans son optique de démissionner. Mais en tout cas, il a certainement une santé fragile, qu'il se fait vieux, quand même, 88 ans, c'est quand même âgé. Et du coup, on peut vraiment se poser légitimement la question de son successeur. Alors, est-ce que ça sera un pape africain ou asiatique? Pourquoi un pape africain ou asiatique? Parce que c'est là où on observe le plus grand taux de croissance, si vous voulez, dans ces deux continents. Par exemple, le nombre de catholiques a augmenté de 22% en Afrique entre 2013 et 2022 et de 13% en Asie hors Chine. Donc vous voyez que là, il y a une foi fervente, on peut observer dans ces deux continents une foi fervente, c'est pour ça que je vous dis que le prochain pape serait peut-être issu de ces deux continents. Alors, pour continuer sur pourquoi ça serait possible que ce soit un pape africain, parce que par exemple au Nigeria et au Kenya, d'après les dernières statistiques, on observe quand même que 94% au Nigeria et plus de 70% au Kenya de catholiques déclarent aller au moins une fois par semaine à la messe. Donc à titre de comparaison, je voulais quand même vous parler, par exemple en Espagne ou en Italie, c'est 20% de personnes de catholiques qui vont au moins une fois à la messe. Et là, terrible nouvelle, vous me direz, vous le savez sûrement, terrible statistique pour la France, on est à, alors moi je me disais qu'on était au moins à 6%, et déjà ça me paraissait peu, mais en fait depuis 2019, avec les dernières statistiques de l'IFOP, on est tombé à 4,5% de catholiques qui déclarent aller à la messe dominicale. Alors, donc on est le pays catholique où finalement le taux de participation à la messe dominicale est le plus bas, vous me direz. Donc c'est vrai qu'en comparaison, ce qui se passe en Asie, en Afrique, je vous dis sur cette foi fervente qu'on y observe, c'est quand même pas du tout... c'est quand même pas du tout du même acabit que ce qu'on voit là en Europe et pire en France, quoi, vous voyez. Alors, autre donnée intéressante sur le continent africain, pourquoi ça pourrait être un pape africain. Donc là, je vous donne des arguments pour et après je vous dirai pourquoi c'est les difficultés, les inconvénients, voilà. Mais donc dans les arguments pour, ce qu'il faut aussi observer, c'est que l'Afrique est le seul continent où le nombre d'hommes étudiants en vue de la prêtrise a augmenté de 24% ces 10 dernières années. Donc alors que dans tous les autres continents, on observe un nombre décroissant de personnes qui étudient en vue de la prêtrise, donc pour être prêtre, comme je dis, il y a une foi fervente, il y a un regain, il y a quelque chose de puissant qui se passe en Afrique, puisque je vous dis qu'ils sont il y a plus de 24%, ça a augmenté de plus de 24% en Afrique, donc plus de 24% de prêtres à l'avenir. Alors je sais qu'il y a même un des plus grands séminaires en Afrique qui compte 700 futurs prêtres.
Donc l'Afrique est là, à ce niveau-là, et est très revigorée, si on peut dire. Alors, dans les arguments plutôt contre, où on n'est pas sûr que ça soit quand même un pape africain, c'est que déjà les cardinaux africains sont très conservateurs, même voire trop conservateurs pour les cardinaux européens actuels ou les cardinaux occidentaux actuels, ou pour tout simplement pour le pape François, qui vous savez bien, je reviendrai sûrement, je vais faire une vidéo là-dessus, qui vous savez bien n'est pas conservateur. Puisque déjà le pape François, il y a le biographe de Benoît XVI qui disait que dès le début en fait, le pape François a voulu se distinguer de son prédécesseur, donc de Benoît XVI, déjà dans la ligne à adopter pour l'Église. Donc il était déjà pas du tout, il était déjà en totale rupture avec ce qu'a pu faire Jean-Paul II et Benoît XVI. Donc ce n'est pas une bonne nouvelle, comme vous avez pu le constater. Donc voilà. Donc les cardinaux africains, ils sont un peu à l'opposé de cette ligne du pape François, adoptée par le pape François. Alors, deux exemples significatifs. Donc vous savez bien le cardinal Robert Sarah, là, qui vient d'avoir 80 ans. Il était préfet du dicaster du dogme de la foi ou du droit divin, je ne sais plus, vous savez, ces intitulés assez compliqués. Enfin bon, le cardinal Robert Sarah de Guinée, par exemple, et quand même souvent émis des critiques vis-à-vis du pape François, mais un peu des critiques un peu pas totalement... bon, il s'oppose, mais il ne peut pas s'opposer de manière ouverte, mais il s'oppose quand même. Par exemple, il est contre la politique de tolérance envers les migrants. Il dit que l'Europe n'a pas les moyens d'accueillir tous les migrants, que de toute façon, pourquoi les accueillir alors qu'on n'a pas les moyens de les accueillir, parce que finalement, c'est vrai que déjà, le fait d'accepter des migrants, c'est que pour lui, on ne permet pas aux Africains, aux pays d'Afrique, d'évoluer, de se développer s'il y a une fuite un peu la jeunesse africaine, du potentiel africain qui va en Europe. Vous voyez, c'est un peu comme en France, vous me direz, avec la fuite des cerveaux. On forme beaucoup d'ingénieurs, de grands scientifiques, et puis comme ils ne sont pas reconnus leur juste valeur en France, ou ils ne sont pas payés à leur juste valeur, ils vont tous aux États-Unis. Donc on a un peu le même phénomène en France, bien sûr. Mais donc c'est ça que disait le cardinal Robert Sarah. Il dit aussi que de toute façon, on n'a pas les moyens de les accueillir, puisque si c'est pour finir dans des camps, dans des centres de rétention, puis avec aucune perspective d'avenir, de toute façon, ça ne sert à rien. Et aussi, il disait de toute façon que aussi on n'a pas les moyens de les accueillir, parce que comme l'Occident n'est plus sûr finalement, ne transmet plus ses valeurs, tout ce qui fait sa culture aux nouveaux arrivants, de toute façon, en gros, on se fait bouffer par des gens finalement qui ne comprennent même pas qui ne comprennent même pas notre manque de transcendance, parce que pour eux, en fait, on est devenu des sociétés tellement matérialistes, sécularisées, qui sont tellement coupées de la transcendance et de Dieu, qu'en fait, ils ne comprennent pas ce qu'on fait, et bon, voilà, enfin, vous voyez. Donc, clairement, le cardinal Robert Sarah n'est pas du tout pour la politique politique migratoire prônée par le pape François. Et un deuxième exemple, je trouve assez significatif, c'est que par exemple, quand le pape François a décrété, je crois que c'est l'année dernière ou même l'année d'avant, la bénédiction des couples gays, en fait, ça a créé, dans le continent africain, ça a créé un tollé général. Et du coup, il y a le cardinal congolais qui, après cette annonce, est arrivé au Vatican et qui a dit que c'était pas possible pour les pays africains de bénir les couples gays. Et du coup, il a obtenu du pape François une dérogation pour l'Afrique. Donc, vous voyez, il a réussi à faire plier le pape François à ce niveau-là. Sauf qu'on se dit que si l'Église catholique est une Église universelle et qu'elle s'applique partout pareil, on ne comprend pas pourquoi, effectivement, l'Afrique, à ce niveau-là, aurait une dérogation. Donc là, vous voyez, c'est un peu paradoxal. Donc voilà, donc les cardinaux africains sont certainement trop conservateurs, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y aurait peut-être pas forcément un pape conservateur, un pape africain et un pape conservateur, et aussi pourquoi peut-être pas un cardinal africain, parce qu'en fait avec tous les abus sexuels, toutes les crises des abus sexuels, les crises que connaît l'Église européenne ou d'Occident, ou même aux États-Unis, en fait, ils ont peur que, en élisant un pape africain,
il y ait ce même genre de crise, ou oui, de polémique, de crise, de grave crise d'abus sexuels qui se révélerait aussi en Afrique. Donc ils veulent pas ça non plus. Donc vous voyez tout un peu les difficultés à lire un pape africain. Alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est que pourquoi c'est intéressant. En fait, s'il faut s'attendre après la mort du pape François, ça sera sûrement un pape dans la continuité de la ligne moderniste adoptée par le pape François qui sera élu. Parce que déjà, en fait, le 13 mars 2013, quand il a été élu, le pape François, il avait fait un discours avant d'être élu sur les périphéries. Il avait fait un discours, je veux dire, moderniste. Il énonçait déjà sa politique, si vous voulez. Et il a effectivement été élu avec cette politique. Donc ça veut dire que déjà avant, je voulais vous dire, avant la refonte du collège des cardinaux ou du collège cardinalis, c'est-à-dire les cardinaux électeurs qui font partie du conclave, qui ont moins de 80 ans et qui font partie du conclave et qui peuvent élire le futur pape. Donc déjà à l'époque, avant la refonte, et je vais vous expliquer là tout de suite pourquoi, avant cette refonte, en fait il y avait déjà une ligne moderniste adoptée par l'Église, puisque avec son discours, le pape François a été élu. Vous voyez, donc déjà ça fait longtemps, depuis Vatican II, même si, là c'est compliqué parce qu'on a toujours cru que c'était Vatican II qui avait complètement tout chamboulé, etc. Effectivement, c'est pas faux, mais en fait, c'est-à-dire que c'est l'application de Vatican II qui a un peu été l'interprétation et l'application de Vatican II qui a dévoyé le but premier de Vatican II qui n'était pas si disruptif que ça. Vous voyez, enfin, je sais pas si j'aime pas utiliser des mots un peu franglais, mais vous voyez, donc en fait, depuis, donc, je vous dis quand même Vatican II, il y a quand même une ligne moderniste qui est appliquée et qui est bien intégrée au sein de l'Église. Mais là où c'est d'autant plus effrayant, c'est que je vais vous dire, d'autant plus effrayant, c'est que maintenant, en fait, le pape François, déjà, je sais pas, dès la première année, je sais plus quand, il avait déjà nommé 35 cardinaux, mais c'est surtout que maintenant, le collège cardinaliste, donc le collège des cardinaux électeurs qui vont voter lors du conclave, dans ce huis clos où ils votent pour le futur pape, il a renouvelé ce collège des cardinaux. Il a renouvelé 2/3 de ce collège des cardinaux qui n'a plus du tout la même tête que lors de son élection en 2013. Alors là, c'est important parce que j'ai vu les chiffres. Alors par exemple, en 2013, lorsqu'il a été élu, le 13 mars 2013, le pape François, il y avait 60 cardinaux électeurs européens. D'accord ? En 2020, ils sont plus que 52. Là, on compte, depuis l'arrivée du pape François, alors aussi bien en Amérique latine qu'en Océanie qu'en Afrique, ils ont tous augmenté. Hein. Donc, qu'est-ce que... Par exemple, on compte en Amérique... les cardinaux électeurs d'Amérique latine sont au nombre de 23, alors qu'ils étaient 13 en 2013. L'Asie et l'Océanie comptent désormais 18 cardinaux électeurs contre 11 en 2013. Et l'Afrique est passée de 11 électeurs en 2013 à 16 électeurs. Donc après, j'ai calculé, donc 23 plus 18 plus 16. Et donc, on est à 57 cardinaux électeurs non européens. Hein, non européens. Et je vous disais, en 2020 déjà, alors je me demande s'ils ne sont pas encore plus réduits là. En 2020, on est à 52 cardinaux électeurs européens. Bon, petit aparté, déjà, il y avait 28 cardinaux électeurs italiens. Et sous le pape François, là, on est tombé à 21. Donc les pauvres, ils sont plus que 21, alors qu'avant, ils étaient 28. Donc si on compare, donc les cardinaux européens maintenant sont en minorité numérique, je vous dis on a un 52 voire moins, et les cardinaux non européens sont à 57. Donc la probabilité pour que le futur pape ne soit pas européen est grande, sauf si on veut revenir peut-être à un italien, bon, mais il y avait une rumeur comme quoi ça serait possible que ça soit un cardinal français. Sauf qu'en fait, là, les cardinaux français, ils sont que 10. Donc voilà. Ils sont 30, je pense, en italien. Mais ce que je veux dire, c'est que le futur pape sera dans la lignée moderniste adoptée par le pape François. Sera sûrement issu, je vous dis, de ces contrées où la foi catholique est fervente, où il y a un nombre croissant de catholiques, où en fait, toute la vie, le renouveau se fait dans ces contrées-là. Et aussi dans la lignée adoptée
du pape François qui n'est pas du tout centré sur l'Europe, vous l'aurez remarqué. Il y a une journaliste vaticaniste proche du pape François, Madame Picazzi, qui lui avait demandé une fois dans l'avion au pape François que pense-t-il de la France, et il lui avait répondu: ah oui, la fille est née de l'église, ce concept, etc. Moi je m'occupe pas du passé, je m'occupe de l'avenir. Donc c'est très très clair qu'il s'en fiche de l'Europe, le pape François. Donc le futur pape sera pas dans cette lignée européano, il sera pas dans cette lignée européano-centrée, cette lignée traditionnaliste, dans cette lignée de la tradition de l'Église. Il sera justement dans cette vision non européano-centrée du pape François. Enfin, peut-être en conclusion, vous dire, peut-être ça sera aussi un coup de poker, en fait, cette histoire de cette élection du pape. Parce qu'en fait, le truc à savoir, c'est que les cardinaux, les nouveaux cardinaux élus par le pape François, pas élus, je veux dire nommés par le pape François, sont des cardinaux des périphéries. C'est-à-dire que ce sont des cardinaux des périphéries de l'Église, c'est-à-dire soit des cardinaux issus de pays en guerre, soit des cardinaux de pays où les chrétiens sont minoritaires, soit des pays de grande pauvreté. Donc comme la Dominique, Haïti, les îles Tonga, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Cap-Vert, la République centrafricaine, le Lesotho, le Bangladesh, la Malaisie et la Birmanie. Donc tous ces pays-là, pour la première fois, ont des cardinaux. Et je vous dis, pourquoi ce sera peut-être un coup de poker, on ne sait pas vraiment qui sera le pape, parce que tout peut, on ne sait pas ce qui peut arriver, parce qu'en fait ces nouveaux cardinaux ne se connaissent pas, ne se fréquentent pas en fait, parce qu'ils sont issus des périphéries, de contrées très disparates, donc ils ne se rencontrent pas. Et lors de tout ce pontificat, en fait, le pape François les a très peu réunis en consistoire ou etc. De sorte que même à Rome, ils se sont très peu rencontrés. Donc, quand ils se réuniront en conclave, ces cardinaux, peut-être 2 semaines pour se connaître, mais 2 semaines c'est rien. Donc en fait, comme ils ne se connaissent pas, bon, je ne sais pas comment ils vont faire leurs alliances, mais on ne sait pas qui sera qui va sortir du chapeau, quoi. On ne saura pas qui sera le prochain lecteur, et qu'on peut avoir quand même une bonne surprise, pas une bonne ou une mauvaise surprise, mais une surprise parce que ce sont des cardinaux qui finalement n'ont pas de lien entre eux. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt, au revoir.